Bon, alors aujourd'hui, on va traiter ensemble cet exercice sur le potentiel de repos. C'est un sujet vraiment intéressant et fondamental en neurophysiologie. Donc l'énoncé nous demande de faire un exposé clair et illustré pour décrire une expérience de mise en évidence du potentiel de repos d'une cellule nerveuse, puis expliquer son origine et son maintien. D'accord? Alors, comme pour tout bon exposé scientifique, on va commencer par une introduction. Pourquoi? Parce qu'il faut contextualiser notre propos, poser le problème et annoncer notre plan. C'est important. Introduction. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour introduire notre sujet? Eh bien, parlons d'abord du neurone. Le neurone, c'est quoi exactement? C'est une cellule nerveuse, mais attention, c'est pas n'importe quelle cellule. C'est une cellule hautement spécialisée. Hautement spécialisée à la fois dans sa structure, dans son architecture si vous voulez, et aussi dans son fonctionnement. Alors, décrivons un peu cette architecture. Le neurone, il a un corps cellulaire. Ce corps cellulaire, il a une forme particulière. On dit qu'il est étoilé. Pourquoi étoilé? Parce qu'il a plusieurs prolongements qui partent dans différentes directions. Ces prolongements courts, on les appelle les dendrites, D-E-N-D-R-I-T-S. Ce sont en quelque sorte les antennes réceptrices du neurone. Et puis, il y a un prolongement unique, lui, qui est beaucoup plus long, qu'on appelle l'axone, A-X-O-N-E. C'est comme un câble qui va transmettre l'information. Maintenant, quelle est la fonction de cette cellule? Le neurone, c'est la cellule qui assure la communication dans notre organisme. Comment? Grâce au message nerveux qu'il peut conduire le long de son axone. Ce message nerveux permet la communication entre les différents organes de notre corps et le système nerveux central, c'est-à-dire l'encéphale et la moelle épinière. On dit donc que le neurone est une cellule excitable. Excitable, ça veut dire qu'elle peut répondre à une stimulation. Et voilà où on arrive au cœur de notre sujet. Cette cellule nerveuse, comme la plupart des cellules de l'organisme d'ailleurs, elle présente une particularité dans ses conditions naturelles, au repos. Elle est polarisée. Qu'est-ce que ça veut dire polarisée? Ça veut dire qu'il existe une différence de potentiel électrique entre l'intérieur de la cellule, le milieu intracellulaire, et l'extérieur, le milieu extracellulaire. Cette différence de potentiel, on l'appelle le potentiel de repos. On va souvent l'abréger PR. Donc voilà, on a posé notre contexte. Maintenant, posons nos questions problématiques, parce que c'est ce qu'on attend de vous dans un exposé. Les questions sont au nombre de 3. Comment peut-on mettre en évidence ce potentiel de repos? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce potentiel de repos? Et enfin, comment est-il maintenu au niveau du neurone? Voilà, on a notre problématique en 3 parties, et c'est justement ces 3 questions qui vont structurer notre exposé. I. Mise en évidence du potentiel de repos. Bon, alors commençons par la première partie, la mise en évidence expérimentale du potentiel de repos. Pour mettre en évidence ce phénomène, on va devoir faire des mesures électriques. Et pour faire des mesures électriques, il nous faut du matériel. Alors, quel matériel on utilise? On utilise ce qu'on appelle des électrodes réceptrices. On va les abréger ER. Et ces électrodes, on les branche sur un oscilloscope. L'oscilloscope, c'est un appareil qui permet de visualiser des variations de tension électrique au cours du temps. Première expérience, on prend notre neurone, plus précisément son axone, et on place les 2 électrodes réceptrices à la surface de l'axone. Donc attention, les 2 électrodes sont à la surface, à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on observe sur l'oscilloscope? On observe que le spot lumineux, ce petit point lumineux qu'on voit sur l'écran de l'oscilloscope, eh bien, il balaie horizontalement à partir de 0. Il reste à 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre les 2 points de mesure. Pourquoi? Parce que les 2 électrodes sont au même endroit, à la surface de l'axone, et elles mesurent donc la même chose. On dit que 2 points de la surface d'un axone sont équipotentiels. Ils ont le même potentiel électrique. Logique, non? C'est comme si vous mesuriez la température de l'eau en 2 points d'un même verre. Vous trouveriez la même température. Maintenant, deuxième expérience, et c'est là que ça devient intéressant. On garde le même dispositif expérimental, donc nos 2 électrodes branchées sur l'oscilloscope. Mais cette fois-ci, attention, on va enfoncer la 2e électrode. On la fait pénétrer à l'intérieur de l'axone, dans ce qu'on appelle l'axoplasme. L'axoplasme, c'est le cytoplasme de l'axone. C'est le milieu intérieur de l'axone. Alors, qu'est-ce qu'on observe maintenant sur l'oscilloscope? Eh bien là, c'est très différent. Le spot d'électrons, il balaie toujours horizontalement, mais cette fois-ci, il ne part plus de 0. Il part d'une valeur négative. On observe une déviation vers le bas, ce qui indique une valeur négative. Bon, alors là, il faut réfléchir un peu. Pourquoi on observe une valeur négative?
Il faut se rappeler du branchement conventionnel de l'oscilloscope. Les électrons, on sait qu'ils portent une charge négative. Et selon la façon dont on branche les électrodes aux plaques horizontales de l'oscilloscope, une déviation vers le bas signifie que l'électrode qui est à l'intérieur détecte un potentiel négatif par rapport à celle qui est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que l'axoplasme, l'intérieur de l'axone, est chargé négativement par rapport au milieu extracellulaire. Voilà, on vient de mettre en évidence le potentiel de repos. C'est une différence de potentiel qui existe naturellement, au repos, entre l'intérieur et l'extérieur du neurone. Et quelle est la valeur de ce potentiel de repos? Eh bien, elle varie un peu selon le type de cellule, mais généralement, elle est de l'ordre de -60 à -70 millivolts, donc environ -70 millivolts. C'est une valeur qu'il faut retenir. Voilà pour la mise en évidence expérimentale. On a montré l'existence du potentiel de repos et on a mesuré sa valeur. Mais maintenant, il faut expliquer d'où vient ce phénomène. 2. Origine et maintien du potentiel de repos. Alors, on attaque la deuxième grande partie de notre exposé. Cette partie, je vais la subdiviser en deux sous-parties. D'abord, l'origine du potentiel de repos, puis son maintien. 1. Origine du potentiel de repos. Bon, pour comprendre l'origine du potentiel de repos, il faut d'abord faire des analyses chimiques. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir? On cherche à connaître la composition ionique du milieu intracellulaire et du milieu extracellulaire. Parce que vous comprenez bien que si on a une différence de charge électrique, c'est qu'il y a une différence dans la répartition des ions, qui sont des particules chargées. Alors, qu'est-ce que révèlent ces analyses chimiques? Elles révèlent quelque chose de très intéressant. Il y a deux ions principaux qu'on va considérer. L'ion sodium, qu'on note Na+, et l'ion potassium, qu'on note K+. Ces deux ions portent une charge positive, ce sont des cations. Et voilà ce qu'on découvre. La concentration en ion sodium, Na+, est beaucoup plus importante dans le milieu extracellulaire que dans l'axoplasme. Par contre, inversement, la concentration en ion potassium, K+, est beaucoup plus importante dans l'axoplasme que dans le milieu extracellulaire. Donc, on a une situation de déséquilibre. On a plus de sodium dehors et plus de potassium dedans. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe naturellement quand on a un déséquilibre de concentration? Eh bien, il y a un phénomène physico-chimique qui entre en jeu, qu'on appelle la dialyse ou diffusion simple. C'est un principe fondamental. Les molécules, les ions, ils ont tendance à se déplacer d'un milieu où ils sont concentrés vers un milieu où ils sont moins concentrés. C'est le principe de la diffusion, du gradient de concentration. Donc, selon ce principe de dialyse, qu'est-ce qui devrait se passer? Les ions potassium, K+, qui sont plus concentrés dans l'axoplasme, devraient diffuser vers l'extérieur, vers le milieu extracellulaire. Et inversement, les ions sodium, Na+, qui sont plus concentrés à l'extérieur, devraient diffuser vers l'intérieur, vers l'axoplasme. Mais attention! Et c'est là que c'est important. On a utilisé des isotopes radioactifs de ces ions pour tracer leur déplacement. Ce sont des atomes radioactifs qui se comportent comme les ions normaux, mais qu'on peut détecter. Et qu'est-ce qu'on a découvert avec ces traceurs radioactifs? On a découvert que la membrane de l'axone, qu'on appelle l'axolème, n'est pas également perméable aux deux types d'ions. L'axolème est plus perméable aux ions potassium K+, qu'aux ions sodium Na+. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les ions potassium peuvent traverser la membrane beaucoup plus facilement que les ions sodium. C'est comme si vous aviez une passoire avec des trous de différentes tailles, certains ions passent plus facilement que d'autres. Alors, quelle est la conséquence de cette perméabilité différentielle? Eh bien, comme le potassium peut sortir plus facilement, il va sortir de l'axoplasme vers l'extérieur. Il sort plus qu'il n'entre. Comme ce sont des cations, des charges positives qui sortent, l'intérieur de l'axone va devenir de plus en plus négatif. Il va y avoir un déficit de charge positive à l'intérieur et un excès de charge positive à l'extérieur. Voilà l'origine du potentiel de repos. C'est cette différence de perméabilité de la membrane aux ions K+ et Na+, couplée à leur répartition inégale de part et d'autre de la membrane, qui crée cette polarisation électrique. L'intérieur devient négatif par rapport à l'extérieur, d'où le potentiel de repos de -70 mV qu'on a mesuré. Mais attention, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Ce potentiel de repos, on l'observe de façon permanente au niveau d'un neurone vivant. Il est maintenu en permanence. Or, si on n'avait que la diffusion simple, ce potentiel ne serait pas stable. Pourquoi? Parce qu'à force que les ions diffusent dans un sens puis dans l'autre, on finirait par atteindre un équilibre et le potentiel disparaîtrait. Donc, il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait un autre mécanisme qui intervient pour maintenir ce potentiel de repos. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la deuxième sous-partie. 2. Le maintien du potentiel de repos.
Bon, alors comment ce potentiel de repos est-il maintenu? Pour répondre à cette question, on va encore une fois utiliser des isotopes radioactifs, en particulier des isotopes radioactifs du sodium. Qu'est-ce qu'on observe avec ces traceurs radioactifs? On observe quelque chose d'étonnant. On observe que les ions sodium sont échangés non seulement dans le sens du gradient de concentration, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur par diffusion simple, mais aussi, et ça c'est surprenant, contre le gradient de concentration, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Alors ça, c'est bizarre. Comment des ions peuvent-ils aller contre leur gradient de concentration? C'est contre nature, c'est comme faire remonter l'eau d'une rivière. Pour faire ça, il faut de l'énergie. Et justement, on a fait des expériences pour vérifier cette hypothèse. On a utilisé des poisons respiratoires. Qu'est-ce qu'un poison respiratoire? C'est une substance qui bloque la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, c'est le processus par lequel les cellules produisent de l'énergie sous forme d'ATP. On a utilisé par exemple le DNP, le dinitrophénol ou le cyanure. Ce sont des poisons très dangereux qui bloquent la production d'ATP. Et qu'est-ce qu'on observe quand on ajoute ces poisons respiratoires? Eh bien, le transport des ions contre le gradient de concentration disparaît. Le phénomène s'arrête. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que ce transport contre le gradient nécessite de l'énergie. On parle de transport actif, par opposition au transport passif qu'est la diffusion simple. Donc, parallèlement à l'échange passif des ions sodium et potassium à travers l'axolème, c'est-à-dire la diffusion simple selon le gradient, il existe aussi un échange actif de ces mêmes cations, mais dans le sens opposé et qui consomme de l'énergie. Ce mécanisme d'échange actif, on l'appelle la pompe sodium-potassium ou pompe Na+ATPase. Pourquoi ATPase? Parce qu'elle utilise l'ATP, elle hydrolyse l'ATP pour obtenir l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Comment fonctionne cette pompe? À chaque cycle de fonctionnement, à chaque tour de rotation si vous voulez, elle fait sortir théoriquement 3 ions sodium, 3 Na+, de l'axoplasme vers l'extérieur. Et elle fait entrer 2 ions potassium, 2 K+, de l'extérieur vers l'axoplasme. Vous voyez, elle fait exactement le contraire de la diffusion simple. La diffusion simple fait entrer du sodium et sortir du potassium. La pompe fait sortir du sodium et entrer du potassium. Et les deux mécanismes fonctionnent en même temps. Mais alors, pourquoi le potentiel de repos ne change pas? Pourquoi il reste stable à moins 70 mV? C'est parce qu'il y a un équilibre dynamique qui s'établit. Au final, grâce à cette double action, diffusion simple dans un sens et transport actif dans l'autre sens, la quantité de cations qui sort s'équilibre avec la quantité de cations qui entre. Plus précisément, le déficit de cations dans l'axoplasme est maintenu. L'intérieur reste pauvre en charge positive par rapport à l'extérieur. Et donc le potentiel de repos est maintenu. C'est un équilibre dynamique. Les ions bougent en permanence, mais les concentrations globales et la différence de potentiel restent stables. Il faut bien comprendre que c'est un phénomène actif qui nécessite de l'énergie en permanence. Un neurone au repos, même s'il ne conduit pas de message nerveux, consomme quand même de l'énergie pour maintenir son potentiel de repos. C'est comme une pompe qui fonctionne en permanence pour vider une cale de bateau. Conclusion. Bon, alors on arrive à la conclusion de notre exposé. Il faut synthétiser ce qu'on a dit et éventuellement ouvrir sur l'importance de ce phénomène. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Le potentiel de repos, c'est donc fondamentalement un déséquilibre ionique de part et d'autre de la membrane axonique. C'est une différence dans la répartition des ions, principalement sodium et potassium, entre l'intérieur et l'extérieur du neurone. C'est un phénomène purement biochimique. Il n'y a pas d'électricité qui vient de l'extérieur. C'est la cellule elle-même qui crée ce potentiel grâce à des mécanismes biochimiques. La perméabilité sélective de sa membrane et le transport actif d'ions. Et d'ailleurs, ce n'est pas spécifique aux neurones. On observe ce phénomène au niveau de la plupart des cellules vivantes. Toutes les cellules, ou presque, maintiennent une différence de potentiel entre l'intérieur et leur extérieur. C'est une caractéristique fondamentale du vivant. Mais pour les neurones, ce potentiel de repos a une importance particulière. Pourquoi? Parce qu'il est à l'origine de l'excitabilité de la cellule nerveuse. C'est grâce à ce potentiel de repos qu'un neurone peut générer un potentiel d'action, c'est-à-dire un message nerveux quand il est stimulé. Sans potentiel de repos, pas de message nerveux possible. Le potentiel de repos, c'est en quelque sorte l'état de veille du neurone. C'est comme une pile chargée prête à l'emploi. Quand le neurone est stimulé, il peut utiliser cette réserve de potentiel pour générer un signal électrique qui va se propager le long de l'axone et transmettre l'information. C'est donc vraiment un phénomène fondamental pour comprendre le fonctionnement du système nerveux.
Voilà, j'espère que cet exposé était clair. On a vu comment on met en évidence le potentiel de repos par des mesures électriques avec des électrodes et un oscilloscope. On a compris que son origine vient de la répartition inégale des ions sodium et potassium et de la perméabilité différentielle de la membrane à ces ions. Et enfin, on a expliqué que son maintien nécessite un transport actif d'ions par la pompe sodium-potassium qui consomme de l'énergie en permanence.